quand on arrive dans une équipe de seniors, c'est un sujet qui résume ma carrière, je pense. Donc, enfin, ma courte carrière. Bah, ça tombe bien que Ok. tu commences à parler de ça. On peut commencer l'épisode. Bienvenue à tous dans cet épisode de Binaire Vrai. Euh, et aujourd'hui, on reçoit Antoine qui allait justement commencer à nous parler de sa carrière, de ce qui se passe en ce moment. Antoine, comment ça va? Et présentez-vous, s'il vous plaît. C'est très formel. Salut Joey, salut Anthony. Déjà, merci pour l'invitation. Un Euh, plaisir. alors, pour me présenter rapidement, moi c'est Antoine, ça fait depuis 2020, donc 6 ans que je travaille dans l'informatique, plus spécifiquement dans le développement d'applications métiers. Et en fait, aujourd'hui, je suis en indépendant depuis 2 ans. Et ce que je fais principalement ces derniers temps, c'est d'accompagner des founders qui ont des idées et à créer leurs produits tech. Et je pense que vous avez remarqué, et vous avez dû en parler, que l'IA est partout et que l'IA va tous nous remplacer. Et Je tremble. je tremble, bah, je comprends. Je suis là, j'ai peur, ça m'empêche de dormir la nuit, tu vois. Mais du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de founders qui se lancent avec l'IA, ce qui est cool parce que ça permet à des gens qui n'avaient pas forcément les compétences avant ni l'argent de tester des idées. C'est Et vrai. moi, aujourd'hui, c'est là où je me positionne plus, en fait, c'est qu'une fois qu'il y a une traction qui a commencé à être validée, qu'il y a les premiers utilisateurs, moi, j'arrive pour aider justement les founders à reprendre le produit pour qu'il soit maintenable et qu'ils puissent évoluer en toute sérénité avec leur produit. Voilà, c'est comme ça que je résumerai mon métier aujourd'hui. Ok, excellent. Je pense qu'il y aurait déjà pas mal de choses, de sujets à aborder dans tout ce que tu viens de dire, notamment avec l'intelligence artificielle, mais je trouve que dernièrement, on en parle beaucoup. Donc, on va mettre ça un petit peu de Ouais, côté. je suis d'accord. Voilà, parce qu'on va pas non plus faire une fixation là-dessus. Ce que je te propose, c'est que on aborde directement le sujet dont tu as envie de Mhm. discuter aujourd'hui. C'est ça. Alors moi, il y a un sujet, ce que je disais juste avant que vous commenciez à enregistrer, c'est que un sujet qui résume beaucoup ma carrière, c'est comment convaincre quand on est le plus jeune dans une équipe. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé dans beaucoup d'équipes où les personnes avaient presque le double de mon expérience. Et c'est toujours difficile, en fait, de faire ses preuves et de montrer à ses collègues, en fait, que on a des choses aussi intéressantes à proposer. Le but, c'est encore une fois, c'est pas d'avoir raison, c'est de faire avancer le projet. Et moi, enfin, c'est des difficultés que j'ai rencontrées énormément. Alors parfois, c'était tant mieux, parce que je crois que la première ou la deuxième année, j'ai proposé de faire des microservices. Donc là, heureusement, on ne m'a pas écouté. On apprend après tout. Mais Tout à fait, plus tout récemment, à fait. j'ai travaillé avec une équipe sur laquelle j'ai essayé de leur montrer des méthodes, donc un peu les classiques, inversion de dépendance. Je sais même plus ce que j'ai présenté. Tellement de trucs. Et en fait, j'avais dit, vu qu'on fait pas ça sur le projet actuel sur lequel on travaillait, un jour on risque d'avoir ça. Et je leur avais fait une petite liste. Et je m'étais fait un peu bâcher. Et 6 mois après, je pense que la même semaine, 80% de la liste s'était réalisée. Et à ce moment-là, tu te dis quand même, bon, ça me fait chier de ne pas avoir réussi Hmm. à les convaincre 6 mois plus tôt pour éviter qu'on ait les problèmes maintenant et on aurait pu savoir les gérer aujourd'hui. Ok. Euh, c'est extrêmement intéressant. Euh, que dirais-tu, selon toi, quels a été les principaux freins à l'adoption de nouvelles pratiques dans les équipes dans lesquelles tu as été? Quels sont les arguments qu'on t'a soumis en fait pour te dire non, on n'en veut pas? Alors, déjà, je pense le plus gros qui va vous faire rire, j'avais parlé des tests unitaires. Ouais. Donc, bon, pour moi, les tests unitaires, enfin, c'est un indispensable. S'il n'y C'est en a comme, c'est comme pas, se laver les mains. exactement. Et leur argument, c'était les specs changent trop souvent pour qu'on puisse mettre en place des tests unitaires. Ce C'est trop qui, drôle parce que moi, j'aurais dit, c'est pour ça qu'il faut mettre. ben, C'est on est sûr. 100% d'accord. Mais c'est littéralement la raison pour laquelle il faut mettre en place des tests unitaires. Mais tu serais surpris de savoir à quel point c'est l'argument numéro un que j'ai entendu le plus souvent dans ma carrière. Déjà, il y a très, 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 très peu d'entreprises qui écrivent des tests unitaires. Et généralement, ils les écrivent pour des objets ou des fonctions qui n'ont aucune importance. Ouais, c'est ça exactement. Et en fait, ce qui est terrible, moi, je me rappelle, dans la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, une fois, on m'avait dit, ça sert à rien de créer un test unitaire, tu as déjà testé que ton code fonctionnait.
Bon, Ouais. ok. Alors après, à l'époque, je me suis un peu retrouvé bête parce que j'ai pas su quoi répondre. Parce que, Oui, bon, après, ça faisait 1 an ou 2 ans, peu importe, que j'étais dans l'informatique. C'est normal de buter sur des sujets comme ça. bien sûr. Puis, t'as pas forcément l'habitude. Je pense que le problème que rencontrent la plupart des jeunes développeurs, c'est que à l'école, on ne leur enseigne pas comment tester et quoi tester et quel est l'intérêt de tester. À la limite, que ce ne soit pas enseigné, je peux le comprendre. Je dirais qu'à minima, il faudrait au moins enseigner comment écrire des tests unitaires. Ne serait-ce que comment utiliser un framework de tests unitaires, quels sont les outils qui sont disponibles, et vaguement comment écrire des tests, comment les structurer un test. Et ensuite, en entreprise, on acquiert l'expérience de ce qui fait un bon test, de ce qui fait un mauvais test et de quoi cibler avec ces tests. Pour moi, les deux sont complémentaires et sont nécessaires. Le problème, c'est qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Déjà, à l'école, les tests, c'est un sujet qui est inexistant. Et pourtant, je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais sondé la plupart des facs d'informatique de France pour justement voir si les sujets étaient abordés. C'était jamais le cas. Alors moi, ça a été abordé quand j'étais en DUT, parce que j'ai fait un DUT puis une école d'ingénieur. Pareil. Ouais. Ça a été abordé 2 fois, mais c'était très superficiel. C'est-à-dire, on nous a présenté le TDD vite fait dans un cours, en 2 heures, c'était plié, et c'était Ouais, plus non, du ça test suffit pas. first que du TDD, tu vois. Et je pense qu'aussi, en tant qu'étudiant, tu ne comprends pas la nécessité de faire des tests unitaires tant que tu n'as pas souffert de leur absence. Bien sûr, non On peut dire seulement en ça tant que tu n'as d'autant pas plus. souffert de leur absence, mais aussi tant que tu n'as pas travaillé sur des projets justement où il y a des changements. Parce que écrire des tests unitaires pour un projet dont l'aspect est fixe, ça a un intérêt, ça t'aide à développer, ça t'aide à démontrer que le logiciel fonctionne, mais ça n'a pas l'intérêt qu'aura un test unitaire sur un produit qui a un cycle de vie qui est évolutif, à savoir de- d'empêcher d'introduire des régressions. Ok, C'est donc ça, du coup, exact. c'est vraiment tout ça l'intérêt d'écrire des tests. Tu n'avais peut-être pas l'argumentation à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui tu l'as déjà un peu mieux. C'est on écrit des tests justement lorsqu'on a une spec qui change, parce qu'on veut cibler ce qui change et conserver ce qui n'est pas censé changer. Et on veut avoir un signal lorsqu'on a cassé quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ça la valeur numéro un des tests. Enfin, il y a beaucoup, il y a pas mal de dimensions différentes aux tests. Différents tests vont avoir différentes fonctions, mais on va parler des tests métiers en tout cas. Le but des tests métiers, c'est non seulement de vérifier que la fonctionnalité fonctionne, comme le nom l'indique, mais surtout de détecter lorsqu'une régression a été introduite. Et une fois que tu as sorti ce discours qui est correct, tu n'as toujours pas convaincu. Ah, t'as Ah ouais. convaincu, absolument. T'as- Jamais. Tu n'as même pas fait le dixième du travail, et c'est ça le plus compliqué. Et je dirais que c'est d'autant plus pervers avec les tests et les tests unitaires parce que pour mettre en place des tests unitaires, il faut que tu aies mis en place une architecture qui te permet de tester ton code de façon unitaire. Et donc là, il faut que tu fasses de l'inversion de dépendance. Donc ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Et Hmm. plus tu essayes d'introduire un changement qui est conséquent, plus tu vas rencontrer de résistance au changement. Bah ça, en fait, c'est souvent ça le problème. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que quand tu dois présenter ça, tu parles dans l'inversion de dépendance. Quelqu'un Mhm. qui ne connaît pas ce terme, ça fait peur. Surtout quand tu as quelqu'un qui a 2 ans d'expérience, que toi t'en as 10, qui te regarde, qui te fait qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est un truc, c'est encore un framework JavaScript à la con, je sais pas quoi. Mais c'est Mais c'est même visible avec des gens qui ont 20 ans d'XP, qui n'ont jamais fait ça, et toi, tu arrives, tu as 3 ans d'XP. D'ailleurs, j'aime pas dire 3 ans d'XP, je préfère dire 3. Pour moi, c'est un amalgame de 3 ans de parcours. C'est pas de l'expérience, en fait, le temps, mais donc cette personne, elle remettra en cause ce que tu dis, peu importe ce qui se passe. Et c'est le plus commun de ce qu'on observe. Donc maintenant, en fait, quelle est la strate, Antoine? Comment est-ce qu'on fait pour faire passer un discours, qu'il soit juste ou mauvais d'ailleurs? Il y aurait un exercice de style qui serait tenter de faire passer des choses auprès d'une équipe ou de gens, alors qu'on sait que c'est faux. Ça, ce serait un exercice de style. Et ça existe et c'est possible. Et si c'est possible, ça insinue que bah, la connaissance et la compétence et la capacité à exprimer pourquoi on devrait faire ça, bah, ce n'est pas le facteur déterminant de l'équation. Donc maintenant, quel est ce facteur déterminant ou quels sont les facteurs qui déjà composent cette équation, tu penses? pour en avoir discuté plusieurs fois avec toi, tu m'as donné pas mal de stratégies.
Moi, la stratégie souvent que j'adopte, que je considère la plus simple déjà, c'est de, d'essayer de se créer des alliés. Et pour se créer des alliés, il faut pas arriver avec des grands mots, des trucs hyper compliqués. Il faut vraiment arriver, tu veux parler de l'inversion de dépendance, tu dis, bah écoute, tiens, regarde, je te montre ça vite fait, c'est pratique, ça te permet de faire ça. Et en fait, le fait de ne pas avoir placé un terme, ça décomplexifie parce que ce que tu lui montres, c'est un peu tout ce que tu lui demandes d'apprendre en fait. Et à partir de là, quand tu commences à avoir des alliés, la personne qui est réfractaire vis-à-vis de toi, elle va se retrouver dans un environnement où tout le monde fait ça. Et à partir de ce moment-là, ça commence à être plus compliqué de lutter. Et dans ce cas-là, la plupart des gens commencent à suivre le mouvement parce qu'ils ne veulent pas se faire exclure du groupe, c'est naturel. Oui, Ça, ça vas-y. c'est quelque chose que tu lui as dit, Joey? En fait, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est ce que dans la conduite du changement, on appelle la coalition. Le but, c'est d'avoir une coalition pour faire passer un changement, c'est-à-dire d'avoir je me souviens plus le nom officiel, je crois que c'est des héros ou alors je me souviens plus du nom, mais c'est un truc comme ça, des émissaires ou je sais plus comment ils appellent ça, des porteurs, des gens en fait qui parlent d'une même voix. Et on est en train de dire que le nombre augmentant va simplifier, mais aussi la puissance des gens qui parlent. Donc en fait, d'ailleurs les deux, on va récupérer les gens les plus forts de l'équipe. Les plus forts, c'est pas les plus skillés, hein. Les plus forts, c'est ceux qui parlent le plus fort. On va leur montrer comment et quoi faire. On va tenter de les convaincre par des clés qui les touchent eux, individuellement. Et une fois que tu as cette armée de gens qui pensent de la même manière, on peut établir un changement. Alors, je dis on peut, mais la réalité, c'est qu'il y a encore d'autres nuances derrière, un petit peu plus difficiles, hein. Il y a toujours une nuance là-dedans. C'est jamais vas-y, suis les checkbox et puis tu as gagné. Mais en tout cas, ouais, c'est une étape importante, c'est fabriquer ta coalition de gens qui sont dans ton camp, de manière à ce que, en fait, ce ne soit plus Antoine qui tente de pousser une manière de faire ou une nouveauté, mais que ce soit ces gens-là, ce groupe en fait qu'on ne peut pas nommer. Et ce groupe, le moment où tu atteins une sorte de masse critique, on va pas dire 30% ou 40%, on va parler d'une masse critique, c'est pas forcément une majorité, eh bien tu pourras dire l'équipe veut ça. Et le moment où tu es capable de dire l'équipe veut ça, tu mets du vocabulaire accompagné d'une dynamique de pouvoir autoritaire, parce que l'équipe, c'est une autorité, et puis tu es capable de faciliter en fait l'adhésion à ton idée. Mais oui, Mm. on en a parlé à plusieurs reprises, Antoine. Celui-là, il est intéressant. Quoi d'autre? Il y a une autre stratégie que je trouve pas mal. Après, je sais pas, je suis un peu plus nuancé dessus. C'est la stratégie de prendre la responsabilité en autonomie. On en avait parlé. Par exemple, tu veux tester un nouveau truc, je sais pas, le pattern CQRS, tout simple. Et il y a une application où ça peut se mettre en place. Et tu dis, bah écoute, moi j'ai envie de tester ça, j'en prends la responsabilité. Et puis si ça se passe bien et tout, il n'y a pas de souci, t'en prendras les gains, quoi. Donne plus de détails peut-être, parce que prendre la responsabilité auprès de qui, dans quelle mesure, par quelle forme, par quel mode, par quel format, qu'est-ce que ça va causer comme conséquence déjà court terme de prendre cette responsabilité? À quoi ça ressemble tout ça? Mhm. Bon, en fait, l'idée, c'est de vraiment, en fait, c'est que la personne qui n'arrive pas à être convaincue, c'est de décharger la responsabilité et de faire en sorte que si un problème arrive par rapport à ce qui a été fait, qu'on puisse venir me voir et me dire, bah, c'est Antoine qui a décidé de faire comme ça, et que la personne puisse juste dire, est-ce qu'on peut m'en vouloir d'avoir fait confiance à mes employés? Ah, c'est bien dit. Il y a un petit côté courageux, du courage managérial. Ton tech lead, il n'est pas convaincu de ce que tu lui présentes, mais ton tech lead, il a quand même un enjeu de faire progresser l'équipe dans une direction. Il va décider de se laisser surprendre. C'est ça c'est la formulation usuelle en courage managérial, c'est se laisser surprendre par Antoine qui lui a fait cette proposition-là. Il a récupéré toutes les responsabilités. En réalité, on sait que ce n'est pas le cas. Ton tech lead est toujours responsable de ce qui se passe dans l'équipe. Si par exemple tu disais à ton tech lead, écoute, je prends la responsabilité, on passe de AWS à GCP, là, ton tech lead, même s'il dit oui, il fait une très grosse erreur, hein. Il est en train de remettre en fait sa vie professionnelle dans tes mains. Alors peut-être qu'il te fait une immense confiance, mais admettons. Ouais, 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 il y a des contextes dans lesquels ça peut marcher, il y a des contextes dans lesquels ça peut pas marcher. Euh, Si on devait roleplay ce truc-là, à un moment ou à un autre, tu viens vers moi et tu tentes de prendre la responsabilité sur un sujet, peu importe lequel.
je peux très bien, en tant que tech lead, te dire, je ne l'accepte pas. Donc, Mm. des contextes dans lesquels ça marche, des contextes dans lesquels ça marche pas. Si le tech lead te met un gros bloqueur comme ça ne pourra pas marcher. Quelles autres stratégies, du coup, peuvent être envisagées? Il y a la stratégie de le faire dans le dos. Ça marche pas toujours. Alors après, bon, là, on n'est plus dans une notion de convaincre. Mais en fait, une fois que ça a commencé à être fait dans le dos, quelque part, il y a encore une fois l'environnement qui change. Et quand tu vas commencer à voir que la section, par exemple, de code à laquelle tu as touché est généralement plus résiliente face au problème, euh, ça va inspirer d'autres collègues. Et puis si le tech lead, par exemple, s'en rend compte, le tech lead, on va juste lui dire, mais est-ce que tu peux m'en vouloir de vouloir bien faire mon travail? Et la réponse est oui, il peut t'en vouloir. Oui, Il peut peut-être, t'en ouais. vouloir. Et tu peux pas contrôler ses émotions, malheureusement. Ouais, faire les trucs dans le dos. En effet, on n'est plus dans la conviction. Ok. Donc en fait, on a vu qu'il y avait le côté, on tente de convaincre. Quand on n'arrive pas à convaincre, on essaye de faire différemment, soit en disant, écoute, je ne t'ai pas convaincu, mais donne-moi la resp. Et l'extrême, c'est, bah écoute, je ne t'ai pas convaincu et je vais faire de la dissidence. Cette dissidence, tu dirais qu'elle est valide ou invalide dans quel contexte? Pour moi, la dissidence, elle est valide à partir du moment où c'est pas personnel. C'est-à-dire que tu le fais pas juste pour prouver que tu as raison par rapport à la personne qui t'a dit non. Et que l'intérêt global, c'est de faire avancer le projet dans le bon sens. Un avocat du diable pourrait te dire que ben, Qu'est-ce c'est qu'avancer le projet exactement dans le bon ce que, sens? ouais, c'est exactement ce que voulaient faire les gens qui étaient contre ton idée. C'est d'ailleurs en fait euh, tout le monde dans l'équipe veut bien faire. Je ne connais personne qui veut foutre la merde là où il travaille. Ok. Est-ce qu'on peut reformuler du coup? On peut essayer de trouver une explication alternative, un Hmm, contexte alternatif dans lequel de la dissidence fonctionnerait. Quelles sont en fait les bons ingrédients de la dissidence pour qu'elle fonctionne correctement? je pense que ce qui peut fonctionner aussi. Alors, il y a une autre stratégie qui consiste à court-circuiter le tech lead et à arriver au N+1 et à tordre un peu l'histoire de ce qui s'est passé avec le N+1, de dire j'ai discuté avec le N+1, il veut qu'on fasse ça. Et là, généralement, le tech lead se fait un peu tordre la main, et, enfin, il peut rien faire, quoi. Mhm. Donc ça marche bien. Mais pour la dissidence, ce qui peut marcher, encore une fois, c'est que si le tech lead n'est pas, fait très peu consensus, généralement, la dissidence peut se faire à plusieurs. Et encore une fois, c'est une histoire de... faut Voilà. convaincre ses collègues de suivre. Et c'est pas le top du top de faire ça, mais on peut utiliser le fait que le tech lead ne fasse pas l'unanimité pour se faire des alliés, même s'ils sont pas spécialement convaincus par ce qu'on veut faire, mais qui vont suivre plus plus par affinité avec le tech lead, j'ai envie de dire. Enfin, justement, pas Ou avoir par d'affinité. statu quo. C'est ça, par statu Le quo, statu quo exactement. est très fort. C'est d'ailleurs un des premiers freins au changement, c'est le statu quo. Cette dissidence dont on parle, par dissidence, on entend je ne vais pas faire ce que m'a demandé mon tech lead. Moi, en tant que professionnel, je fais des choses bien et je fais des erreurs. Mais j'ai un avis sur certaines questions. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on a un avis sur tout, il y a peut-être C'est des qu'on a un problèmes. avis sur rien. Ouais, quand on a des avis sur tout, c'est peut-être qu'on est un peu arrogant. Il faudrait essayer de s'auto-détecter là-dessus, quoi. Ce genre de personne en fait qui a jamais entendu parler de ce que c'était que le sharding, mais tout d'un coup en fait cette personne comprend ce que c'est que le sharding, soi-disant, et à chaque fois que tu le questionnes, il va dire non mais machin. Ok, bon, t'en as jamais entendu parler, mais t'es capable de le questionner. À un moment, remettre en question. Mais ces gens-là existent. À un moment, on est plutôt en train de se parler de nous-mêmes. Est-ce que j'ai un avis sur tout? Si j'ai un avis sur tout, alors peut-être que j'ai un sujet. Mais cette dissidence, elle ne peut avoir lieu que dans un contexte où tu es soit protégé par l'explicitation, par exemple, soit caché. Si tu es protégé par l'explicitation, c'est-à-dire que ton tech lead, tu n'as pas réussi à le convaincre, et tu dis, écoute, moi, Antoine, je n'ai pas réussi, toi, tech lead, à te convaincre, mais sache que je ne peux pas faire autrement, je ne vais pas faire autrement, je vais faire exactement comme je l'ai décrit. Par contre, moi, je m'engage auprès de toi parce que mon esprit professionnel me pousse à m'engager auprès de toi sur le fait que je vais mettre en place les gardes qu'il faille. Je vais vraiment comprendre mon contexte et la ligne, où est-ce qu'on doit placer la ligne par rapport à ce que je vais faire pour ne pas impacter ton travail, le travail des autres, mais pour montrer au fur et à mesure que tout va bien
Et le dernier engagement que je prends auprès de toi, Tech Lead, c'est que si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe de mal par rapport à ce que toi, tu dois comme compte à d'autres personnes, à des CTO, à des produits, à des machins, moi, j'en prendrai la responsabilité, comme je le fais auprès de toi là aujourd'hui. Euh, la dernière chose qui arrivera, si ça se passe pas bien, c'est que bah, je ferai en sorte d'arranger la situation de manière à ce qu'on revienne sur une base saine. Si ça s'est bien passé, Tech Lead, on pourra, toi et moi, célébrer en disant qu'on l'a fait ensemble. Ça, c'est pas manipulatoire, hein, d'ailleurs. C'est pas manipulatoire. On est en train de le dire à l'oral. Je t'inclurai dans le succès. Parce que oui, tu me dis non, parce que tu dois protéger les intérêts que tu as en tête de tes considérations et de tout un tas d'informations qui probablement je n'ai pas moi en tant que contributeur. Mais quand ça arrivera que j'aurai bien fait les choses, je me souviendrai que tu m'avais dit non. Je te dirai merci d'avoir donné un soft non et de ne pas juste m'avoir bloqué en me disant je te donne l'ordre de ne pas faire ça. Parce que là, pour le coup, le tech lead, quand il te fait ça, tu pars plus dans, c'est plus de la dissidence, hein, c'est de la trahison complète. Hein, c'est, tu romps ton lien de subordination. Alors, je sais que freelance, employé, etc., c'est pas le sujet. Mais si tu romps ton lien de subordination, moi, je suis tech lead, tu essaies de rompre ton lien de subordination avec moi, je te dis, envoie-moi un mail qui fait la proposition et à ton mail, je te réponds, je refuse. Je me suis couvert, c'est terminé. Et si tu le fais, c'est que tu m'as trahi. Mais c'est l'extrême dans lequel quelqu'un qui ne veut pas se laisser surprendre pourrait aller. Et puis le moment où tu es caché, c'est le moment où tu dis pas à ton tech lead ce que tu vas faire derrière son dos. Mais par contre, attention, parce que le moment où tu fais ça, tu es un menteur auprès de ton tech lead. Et tu vas faire des choses qui sont cachées. Tu vas probablement à un moment te faire griller parce qu'on est tech, on voit ce qui se passe. Les gens, ils vont peut-être voir ton code, voir ton machin, ils vont commencer à se dire attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là là, ça respecte pas nos machins, boum, ça commence à devenir public. Et puis là, tu passes pour quelqu'un qui, alors que tous les autres respectent les règles, toi, tu ne les respectes pas. Mais pour qui tu te prends, en fait? Bon, etc., etc., ça peut causer des dégâts sociaux, machin. Bon, c'est chiant. Par contre, si tu arrives à maintenir dans l'ombre ce que tu fais longtemps et que tu es capable de dire, regardez, tous les indicateurs qui montrent que c'était la bonne chose à faire, qui peut t'en vouloir, en fait? C'est-à-dire, regardez, en fait, les faits sont maintenant là. Et puis, on passera sur le sujet suivant dont je vais pas parler, qui est le classique du, oui, les indicateurs sont objectifs, mais je refuse de les croire. Bon, ok. Et Après, j'ai envie de te dire, c'est... On aborde jusqu'ici le cas où tu es un junior qui veut apporter une nouvelle méthode et dont la nouvelle méthode a objectivement des bienfaits. On va partir du principe que dans ce contexte-là, ce que tu veux apporter est positif. Mais d'un autre côté, quand tu es justement senior tech lead et que tu es la personne qui a la responsabilité, tu as un devoir d'arbitrage. Donc imagine, tu as un développeur junior qui vient te voir, qui est arrivé peut-être il y a 3 mois, 6 mois, et qui dit, ah les gars, il faut qu'on fasse des microservices. Là, il faut aussi se mettre dans la peau du tech lead qui doit justement arbitrer une décision, parce que tu vois, partir sur du microservice, c'est pas du tout le même impact que, tiens, dans ce code-là, dans ce fichier, dans cette classe-là, je veux extraire une fonction. Tu vois? Ce sont deux suggestions que tu peux faire, mais qui vont pas du tout avoir le même impact. Et moi, je pense que c'est intéressant également, du coup, de se mettre dans la peau du tech lead, si un jour ça t'arrive, d'ailleurs, de le devenir, ce que je te souhaite, et de se dire, si j'ai un junior qui vient me voir avec une idée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise selon mon jugement, comment est-ce que je peux faire en sorte euh, que l'on tire tous un enseignement positif de cette expérience? Et je pense qu'on avait déjà parlé de jouer, mais je ne sais pas si on en a déjà parlé pendant le podcast. Du fait de se mettre dans les chaussures en fait de la personne à qui tu parles pour tenter de la convaincre, parce que c'est ça le sujet. Le tech lead, il a un objectif commun et il a son propre objectif. Et comme nous tous, le temps qui passe et le contexte fait que souvent on perd nos objectifs de vue et on se concentre que sur un subset d'objectifs. Ton tech lead, quand tu vas lui parler et que tu lui fais une proposition, 100% des propositions que tu lui fais, 100% sont dangereuses. Parce que tu viens tenter de modifier un statu quo. Tu viens de tenter de modifier tout ce qui aujourd'hui existe et qui, entre guillemets, marche. Donc en fait, toutes tes propositions sont dangereuses.
L'extrême du tech lead qui dirait non à tout, c'est un tech lead qui ne peut plus améliorer, hormis via ce que lui décide. Et dans ce cas-là, tu es biaisé, tu es dans une forme ultra pyramidale où en fait, tu n'as plus d'autonomie, ça va causer un risque que toi, Antoine, tu vas vouloir te barrer parce que tu dis c'est ridicule cet endroit, je peux rien faire. Moi, j'étais censé progresser, je peux pas. De toute façon, ici, il y a qu'une seule personne qui prend les décisions et moi, je ne fais pas confiance en tes décisions. Donc, et tout le monde commence à devenir amorphe, fatigué, blasé, et du coup, on va au boulot pas terrible, si ce n'est d'ailleurs au passage avec la boule au ventre parce qu'il y a d'autres choses à côté. Le deuxième extrême du tech lead, c'est un tech lead qui se cacherait derrière le j'ai envie de me faire surprendre et de me laisser convaincre, enfin, avec le temps, et de te dire oui à tout. Mais ça, ce serait le pire des tech leads. T'imagines si dès qu'il y a une proposition, il dit, tu sais quoi, on en a parlé 5 minutes et comme j'ai pas le temps, je vais décider de me laisser surprendre. Vas-y, pars à fond. Mais ça veut dire quoi? Il y a dans son équipe, il y a 6 ou plus, je sais pas, initiatives en parallèle qui sont peut-être irréconciliables en termes d'indicateurs objectifs au passage. Donc en fait, tu sauras pas ce qui est juste et ce qui est pas juste. Euh, dans le meilleur des cas, ce qui va se passer, c'est que les propositions qui ont été faites étaient des propositions de surface et ça n'aura aucun impact. C'est pas très grave. Le développeur pourra mettre sur son CV, ah ouais, telle classe, elle faisait 2500 lignes et maintenant elle en fait plus que 1000. Je suis content, je suis un génie. Bon. Ou alors, ça a eu un impact ridicule et puis les gens commencent à se tirer dans les pattes parce que le tech lead il dit oui à tout. Bon. Euh, Le juste milieu, c'est un tech lead qui est capable de raisonner et toi, tu dois lui parler avec les clés qui le font vibrer, ce tech lead-là. C'est ça, moi, Ah, tu vois, je pense que l'erreur que j'ai faite, et aussi ce que je ferais en tant que tech lead, si un jour quelqu'un vient me voir et me dit je veux mettre des microservices, c'est lui demander pourquoi il veut faire ça, parce que le gros problème, c'est que j'exposais une solution au lieu d'exposer un problème. J'arrivais, je disais, il faut mettre en place des microservices, et pas, on a des gros problèmes, cet endroit-là enfin, se prend une charge monumentale, que par exemple, je sais pas, tu fais un site e-commerce, la partie catalogue se prend une charge monumentale de lecture, là où la partie commande, il y a de l'écriture, mais ça va, c'est plus raisonnable. Donc, et là après, en tant que junior, t'exposes ta solution, est-ce que ça pourrait être intéressant de mettre des microservices en place pour pouvoir faire du load balancing sur ces deux contextes-là? Alors, c'est pas forcément la meilleure solution dans ce cas-là, mais mm. là, justement, le tech lead comprend que tu essayes de résoudre un problème et pas que tu veux juste t'amuser à faire des microservices. Et ce qui est également important, c'est comme tu le dis déjà, de se mettre un peu dans ses bottes et de parler son langage, et de prendre en compte que le tech lead, ben, c'est un être émotionnel comme tout le monde, et qu'il est assujetti à des biais comme tout le monde. Et l'un des biais les plus puissants auxquels il est assujetti, c'est l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'il va être plus effrayé à l'idée de faire un mauvais choix que d'avoir envie de te donner les chances de faire un bon choix. Un outcome qui est négatif est plus effrayant pour lui qu'un outcome positif ne serait intéressant. Donc, il faut vraiment, à mon sens, travailler sur le fait de présenter une solution en minimisant autant que possible les risques et en réussissant à le convaincre qu'il y a très très peu de risques et qu'il y a un high reward. Quitte à devoir aménager la façon dont tu apportes le sujet. Par exemple, plutôt que de venir et dire il faut faire des microservices, tu peux dire peut-être il faudrait extraire ce petit morceau-là et en faire même pas un microservice, mais genre un service qui est déployé en même temps que le premier, tu vois, mais juste qui est extrait, par exemple. Et dans un deuxième temps, tu pourras dire, il nous faut peut-être un microservice, il nous faut peut-être une base de données à part, il nous faut peut-être un langage séparé, etc. Et si c'est quelque chose qui est architectural, tu peux lui dire par exemple, ce serait bien de mettre en place une solution par-dessus la première, de faire un espèce de split, et une petite partie du code base va utiliser cette deuxième façon de faire, et le reste du code base uniquement la première. Donc du coup, l'impact va être minime, ni minime, pardon. On va pouvoir mesurer si c'est bien ou si c'est pas bien. Et si jamais je me suis trompé, ben tout ce qu'il y aura à faire, c'est juste à retirer quelques lignes de code sur 3 classes. C'est ça, Ça, c'est rassurant. C'est exactement. rassurant pour un tech lead de mettre des plans de contingence comme ça en disant, de toute façon, dans le pire des cas, il s'est rien passé. Mm. C'est ça. Mais là aussi où ça peut être fort, et je pense que même ça peut permettre à un profil junior d'apprendre, quand tu viens exposer le problème, si ton tech lead est bon, il saura t'expliquer pourquoi c'est pas une bonne solution, de te dire bah les microservices c'est pas une bonne solution et t'expliquer pourquoi, mais de te dire par contre tu as identifié un vrai problème
essaye de trouver d'autres solutions. Comme ça, tu encourages ton junior à chercher d'autres solutions et tu l'encourages à être autonome. Et comme ça, en fait, à la fin, le junior va comprendre pourquoi effectivement c'était pas une bonne solution les microservices et peut-être qu'il va venir autre chose et qu'il va proposer, je sais pas moi, un cache Redis ou peu importe. C'est pas ça qui est important, mais c'est d'encourager l'autonomie et de permettre en fait vraiment aux juniors de proposer des choses cohérentes et en plus après de créer une relation de confiance avec le tech lead. Bon, Je après là, suis, c'est compl- c'est le meilleur des mondes, hein. je suis complètement d'accord avec toi. Dans une bonne boîte, avec une bonne culture technique, tout développeur, et spécialement les développeurs juniors, devrait avoir la capacité de mener des expériences et de réduire l'impact des dégâts que peut avoir une mauvaise expérience. Si tu es en train de construire une bombe, mais que tu l'as fait dans un petit espace de 3 mètres carrés qui est complètement isolé du reste du bâtiment et qui est complètement insonorisé et sécurisé, le pire qui puisse se passer, c'est que tu te pètes toi-même, tu vois. Et pour moi, c'est extrêmement important justement d'avoir une culture technique qui permette aux jeunes développeurs de faire ce genre d'expérience. Parce que le meilleur moyen de savoir pourquoi il ne faut pas faire des microservices, c'est de C'est faire de des faire les microservices. microservices, C'est de faire exactement. des microservices. Mais c'est non seulement de faire des microservices, mais en plus d'avoir la responsabilité de gérer ce microservice et de subir toutes les contraintes qu'il y a à travailler sur un microservice. Tant que Ouais. tu ne subis pas, tant que tu ne vis pas ces choses-là, tu ne peux pas comprendre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les, les, Exactement. micro- les microservices, c'est qu'un support ici dans la conversation. Bien sûr. Donc, si Bien on sûr, oui. résume ce qu'on a dit, on a dit, dans l'ordre, on va se mettre du point de vue du tech lead pour essayer de lui parler sur des cordes qui résonnent. Ces cordes peuvent être lui expliquer factuellement, en fait, ma solution à quel problème elle répond, lui expliquer les plans de contingence et les indicateurs et l'expérience que je vais mettre en place. D'ailleurs, encore une fois, on l'avait déjà dit, mais expérience, c'est un mot ça peut être quelque chose de tout petit, hein. Une expérience, ça peut être, OK, est-ce que les gens rentrent par la porte du garage plus de 5 fois par jour? Ça, c'est une petite expérience. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs incroyablement rédigés dans tous les sens, même si c'est mieux toujours de documenter. La deuxième étape, si ça ne marche pas, parce que le tech lead, il n'a pas accepté ou quoi que ce soit, c'est de lui dire, écoute, j'aimerais en prendre la responsabilité. Je vais le faire, mais c'est moi qui porte le blâme de ce truc-là dans un sens. Genre, je vais faire en sorte que ça marche, mais toi, tu ne veux pas. S'il te plaît, laisse-toi surprendre. Si ça ne fonctionne toujours pas, on peut partir sur une petite dissidence. Moi, le seul contre et la seule nuance que je donnerais sur la dissidence, c'est réaliser que si vous êtes systématiquement dissident, il y a peut-être un sujet avec vous. C'est peut-être vous le problème. C'est toujours très difficile de savoir si on est le problème. Parce que individuellement, nous-mêmes, on est convaincus d'avoir raison. Enfin, ça, c'est l'inverse du syndrome de l'imposteur. Tu vois, il y a des gens, ils ont toujours raison. Et il faut savoir, en fait, où se trouve la ligne et se dire, bon, si je suis tout le temps dissident, il y a peut-être un risque que mon tech lead, il soit complètement claqué, mais il y a peut-être un risque que ce soit moi l'idiot. Bon. Et puis sinon, derrière, on passe. La dernière étape, c'est tous les tricks rhétorico-manipulatoires qu'on peut utiliser. Comme tu disais, j'ai croisé le CTO dans l'ascenseur. Il m'a dit qu'il voulait. C'est vrai, parce qu'en fait, on a fait en sorte que la conversation est là. Quand tu reviens, par contre, fais gaffe que ton tech lead soit pas pote avec le CTO, hein, parce que sinon, le CTO va dire, mais je lui ai jamais demandé ça, moi. Ah bah faut comprendre les rapports de force, Ouais. c'est quelque chose que enfin, que j'ai appris un peu tard, pas nécessairement, mais c'est quelque chose Non. que j'ai appris. Il faut toujours comprendre quels sont les rapports de force quand tu arrives à un endroit, que ce soit professionnel ou personnel. Alors ça peut sonner un peu glauque comme ça, mais ça peut éviter de se retrouver dans des situations très délicates. Et ça peut permettre d'avoir des... Alors comme on l'a dit, pas de manipuler, parce que manipuler est un terme peut-être qui peut sonner un peu fort, mais plutôt Influencer. Ouais. d'influencer exactement Ouais. des choses dans sa direction. Ça n'a pas besoin de même d'être caché, mais savoir, euh, par exemple, comprendre dans une entreprise que on n'est pas irremplaçable, ça peut aider à faire comprendre et à faire les bonnes décisions. Par exemple, dans le cas de la dissidence, euh, ou quand tu le fais de manière cachée, il faut bien comprendre que t'es pas irremplaçable et qu'on pourra te faire sauter le jour où on s'en rendra compte. Oui. Ok. Donc, Donc, voilà pour ce sujet, en fait, de comment convaincre. Au début, le prémisse, c'était comment convaincre quand on est jeune, mais moi, je peux t'assurer que ça marche à toute étape, hein. Ah Quand oui. on est jeune, on a juste un malus supplémentaire qui est le biais humain de plus jeune veut dire plus con que moi. Mais c'est un biais. C'est pas vrai, d'ailleurs, hein, ce truc-là
D'ailleurs, moi, j'observe souvent l'inverse, tu vois. Donc, mais c'est intéressant. Donc, c'est pas seulement jeune, c'est tout le monde dans une volonté de vouloir convaincre. Ok. Du coup, Antoine, tu avais un second sujet que tu voulais aborder, et c'est un sujet que je trouve aussi. Le premier est extrêmement intéressant, mais celui-là, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'on en parle quand même assez peu souvent. Est-ce que tu peux nous présenter ce sujet? C'est ça. Alors pour expliquer comment ce sujet m'est venu en tête, faut reprendre un peu l'origine d'une discussion, alors que j'ai pas eu personnellement, mais à laquelle j'ai assisté, Ok. entre une personne qui expliquait que non, son équipe de développeurs n'avait pas besoin de comprendre le business métier, n'avait pas besoin d'être formé à ce métier-là, et qu'une autre personne répondait que si c'était nécessaire et que ça allait améliorer, ça permettait d'améliorer l'outcome. Alors ça a été déjà prouvé par exemple dans le livre Accelerate. Bon, je résume un peu le sujet comme ça, mais l'idée, c'est est-ce qu'un bon développeur doit connaître le métier, mais également le business en général? Parce que moi, je m'en suis rendu compte aussi de manière personnelle. Quand on comprend mieux comment le business fonctionne, on arrive à faire des meilleures décisions au niveau du produit. Ce que je veux dire ne sera absolument pas nuancé. La question que tu as posée, c'est est-ce qu'un bon développeur doit connaître le métier et le business de manière générale? Ok. Moi, ce que je vais te dire, c'est que un développeur tout court doit connaître le métier et le business en général. Parce que le logiciel qu'il va développer va intéresser tout un tas de personnes différentes, ce qu'on appelle les stakeholders. Et ces stakeholders, ça va être le DBA qui gère la base de données, l'utilisateur final qui peut être décliné en différents rôles, parce qu'un utilisateur final peut avoir différentes mission peut vouloir faire différentes choses avec l'application. Ça va être la personne qui règle les bugs, ça va être la personne qui déploie l'application dans le cloud, ça va être potentiellement le financier de la boîte qui veut voir les transactions financières qui se passent dans le produit et qui veut faire une analyse dessus. Ça peut être le CEO pour tout un tas de raisons, ça peut être l'équipe marketing, ça peut être toute l'entreprise en fait est directement concernée par le produit. Ok. Donc, en tant que développeur, si tu ne t'intéresses pas à ce qui est fait dans l'entreprise, à comment fonctionne la boîte, qui sont les clients, qui sont les fournisseurs, quels sont les types de clients, potentiellement la façon dont on travaille avec des TPE, PME ne sera pas la même façon qu'avec des clients enterprise, quelles sont les attentes des différents clients, etc. Tu ne peux pas comprendre pleinement le travail que tu as à faire dans l'entreprise si tu ne t'intéresses pas à ce que fait l'entreprise, pourquoi elle le fait et comment est-ce qu'elle fait pour gagner de l'argent. Ok. Si tu ne fais pas ça, tu vas arriver dans un système, et malheureusement c'est une fois de plus le plus fréquent, dans lequel les développeurs, c'est juste une task force. Ce sont juste des exécutants, des personnes qui sont là pour exécuter un plan qu'on leur donne et qui vient d'en haut. Et le plan qui vient d'en haut va venir soit des produits, soit des sales, soit des marketeurs. Et tout ce qu'on va attendre de toi, c'est que tu mettes en place ce plan, peu importe qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Le problème, c'est que le marketing, par exemple, ne va avoir qu'une vision du problème. Le sales va avoir une vision du problème. Le produit, on ose espérer, va avoir une vision un peu plus générale, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Et in fine, la dernière personne qui est en capacité de voir l'ensemble du problème, parce que c'est lui qui l'implémente, c'est le développeur. Qu'est-ce que tu en penses, Joey? Je n'imagine pas un monde dans lequel on veuille fabriquer de la technologie autour du métier sans connaître le métier. Je ne comprends pas comment c'est mathématiquement possible. Pour autant, la plupart des développeurs et la plupart des gens du produit ne s'intéressent pas au métier, ne s'intéressent pas au business. Ils font des trucs un petit peu au feeling comme ça. D'ailleurs, le produit et les techs ne s'intéressent pas au business et au métier pour des raisons différentes. Les techs, eux, ils sont dans leur code, ils sont là, ils font leur truc, on les embête pas, ils s'embêtent pas, et puis ils sont comme ça. Je généralise beaucoup, bien sûr, il y a tout un tas de gens avec qui je travaille, évidemment, qui ne sont pas comme ça. Les produits, eux, ils sont face à des gens du business qui ont une conception de comment devrait fonctionner la boîte, cumulée avec une dynamique de pouvoir
qui fait qu'en fait, c'est cette conception de comment la boîte doit fonctionner qui va s'appliquer. Systématiquement, lorsque je rentre dans une startup, systématiquement, le ou les fondateurs me disent toi, tes techs, ils vont devoir, enfin, ils parlent pas aux clients, hein, nous on leur parle, et puis on va faire le pont et tout, et puis c'est toi, tech lead, toi, CTO, qui leur dira quoi faire. Et systématiquement, je leur dis, bah, je vais pas faire ça. T'as pas le choix. Je mets mes techs avec les clients et puis YOLO, quoi. Ah, mais ça, c'est parce que Et tu as le pouvoir de le faire. oui, 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 tu as raison. C'est important, mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Tu as raison que ça, c'est un gros avantage pour moi. Tu as raison. Mais on en reste à est-ce que les techs doivent comprendre le métier? Si les techs ne comprennent pas le métier dans lequel ils évoluent, déjà, je questionne incroyablement la qualité du modèle mental et du modèle métier qui va être dans l'application. À quoi ça ressemble vos classes, vos objets métiers, vos liens entre les choses, vos use cases, vos trucs. Je n'arrive pas à croire que ce soit valide s'il y a eu en fait un téléphone arabe entre trois, quatre parties. À l'époque, il y avait même cette notion incroyable qu'on appelait proxy PO. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terme. Ah, je devais pas être né, moi. Non, non, si, c'est bon. Le proxy PO, alors en fait, dans les ESN, on avait euh, les directeurs qui portaient un projet côté client, qui demandaient à des gens chez eux du métier de collaborer à des gens chez eux du produit qu'on appelait proxy product owner, qui étaient en lien avec les gens du produit de l'ESN qu'on appelait les product owners, qui étaient en lien avec des techs qui, de temps en temps, parlaient au PPO, de temps en temps. Donc en fait, tu vois la chaîne qui vient tenter d'approvisionner le modèle tech par rapport au métier, au business, etc. Et je sais que des gens me diraient, oui, mais Joey, si on met les techs avec les clients, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire des réunions toutes les 5 minutes, tout machin. Bah oui, mais ne fabriquez pas ces prophéties-là. Faites en sorte que ça n'arrive pas. À un moment, les gens se parlent en direct et vous essayez de me faire croire que se parler en direct, c'est moins efficace et donc plus coûteux et donc moins correct. C'est pas vrai. Se parler en direct, ça a toujours été plus correct. Si je dis, si je raconte à ma sœur ça, qui raconte à mon père ça, qui raconte à ma mère ça, à un moment, le message va se transformer. Mm. Et ça, d'ailleurs, ce sera plus coûteux pour vous. Ce truc-là, c'est plus coûteux. C'est du temps de plusieurs personnes au passage. Bref. Mais ça, c'est parce Donc, que c'est des conséquences à long terme, en fait, souvent, je pense. ah, Parce que quand tu arrives et qu'on me dit on a un cahier des charges propre, etc., qui représente le problème à un instant T, si tant est qu'il ait bien été défini. Sauf que le problème et les solutions qui sont associées changent avec le temps. Et le fait d'avoir cette chaîne empêche, par exemple, un développeur qui aurait pu voir un problème du cahier des charges de le remonter. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que à l'instant T, oui, on va gagner du temps au début du projet à faire cette chaîne-là avec le proxy PO, etc. Mais à long terme, en fait, tous ces dégâts vont s'accumuler. Et c'est là où généralement le projet avance plus et que le Scrum Master ne comprend pas pourquoi ses points de vélocité baissent jour après jour. ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est pas le point principal, je pense. Je Mm. pense que c'est vrai, mais que c'est pas principal. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un d'une boîte entre guillemets classique, et le mot est péjoratif dans ma bouche, si tu dis à quelqu'un de classique, il me faut un produit, un tech lead, un UX, un machin, la personne ne bronche pas. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est déjà acquis ce modèle-là. Est-ce que ce modèle est juste? C'est hors sujet. Mm. Moi, je pense qu'il n'est pas juste, mais c'est hors sujet. La personne l'a acquis et se dit, bah oui, c'est normal. Et du coup, le coût que tout ça pro propose, en fait, le coût que ça a d'avoir cette organisation, on s'en fiche que ce soit coûteux. Ils l'ont déjà acquis, ils l'ont déjà en tête. Ils se disent, bah oui, monter un projet, c'est 100 000 balles, on le sait. Alors Mm. que le moment où un ingénieur commence à parler de réduire les coûts, c'est des coûts que tu viens réduire sur des modèles mentaux que les gens qui contrôlent cette organisation ne comprennent pas. Le moment où tu dis, c'est plus efficace de parler intègre directement au client, les gens qui contrôlent l'organisation, ils ne comprennent pas ce modèle mental. Et du coup,
ils comprennent pas où est-ce que tu essayes de réduire des coûts. Et Mm. du coup, tu vois que le problème, il n'est pas d'en réduire les coûts ou quoi. Il est sur, tu parles à des gens et tu vibres pas sur leur corde à eux. C'est ça. Et le double problème en plus, c'est que dans cette situation-là, il y a des personnes qui se sentent menacées. Ah, Parce que alors ça, tu... c'est quand ils en sont conscients, ouais. Ouais, C'est ça. Mais du coup, ça rajoute, et c'est là, c'est... On est presque ouais, au problème précédent, finalement, de comment convaincre. Et... ouais. Je Donc, si dirais on... que, Ah, vas-y, je vas-y. dirais qu'un autre problème, c'est qu'il y a également, comme tu as dit, beaucoup de développeurs qui sont désintéressés en fait, qui n'ont pas forcément envie de plus que ça se plonger dans la problématique qu'on résout dans la boîte, qui veulent juste faire leur taf et puis rentrer chez eux à la fin de la journée. Et c'est un risque également, parce que si tu ouvres les vannes et que tu dis, OK, bon, on n'a plus forcément besoin de produits, on veut maintenant que nos développeurs aillent parler directement aux clients, ou qu'on a besoin de produits, mais dans tous les cas, on veut que nos développeurs aillent parler directement aux clients, et que tu mets en place cette expérience et qu'au final, les développeurs ne vont pas parler aux clients, ou qu'ils ne s'intéressent pas particulièrement plus que ça à leurs problématiques, ben malheureusement, tu n'es pas plus avancé. La question maintenant, c'est comment est-ce que l'on fait pour sensibiliser les... Que fait-on dans cette situation et comment faire pour sensibiliser les développeurs au métier, en fait, tout simplement. Ça, Non, moi, je crois c'est que une c'est pas vraie possible. problématique à laquelle je n'ai pas la réponse. Je crois que ce n'est pas possible. En fait, la solution ne peut pas venir de l'ingénieur. La solution doit venir de l'organisation. L'organisation, elle flot vers l'ingénieur. Mais après, ça vous surprend pas ce que je vous dis là. C'est les grandes thèses que moi je défends. Le moment où ton organisation, elle est biaisée dans le sens où on ne va pas faire communiquer l'ingénieur avec le client, même si l'ingénieur, il fait une grève pour l'avoir, il l'aura pas. Ouais, D'ailleurs, ça des c'est grèves sûr. d'ingénieurs, on peut rigoler de ce concept, mais le, le, le fait est, ils l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Tu peux avoir une personne comme, on peut avoir une personne comme nous trois qui est dans une équipe où l'organisation est le dev ne parle pas au métier. Je n'arriverai jamais à parler au métier, même avec toute la Bah, dissidence que je veux. Ça, c'est un cas que j'ai déjà rencontré. C'était impossible de parler au métier et ça se reflétait dans la manière dont on travaillait. C'est-à-dire que j'essayais de comprendre le métier, mais c'était un métier qui était très complexe. Et sans une personne qui travaille là-dedans, enfin, c'est compliqué. C'est pas des trucs que tu trouves sur Google généralement. mais, Et tu te retrouves en fait à avoir un modèle qui est totalement hors sol et tu ne fais pas bien ton travail. Et après, on vient te reprocher que ton travail n'est pas correct et ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, tu aurais dû anticiper ça. Ah, mais là, pour le coup, mais- je peux donner quelques clés pour contrer ça. Ah, je pense qu'il y en a plein. Je t'écoute, Joey. mais j'ai quand même une Surprends-moi. question juste avant ça. D'où te venait le besoin, la spécification? Tu avais un interlocuteur? Alors, je peux te citer deux choses qui me sont vraiment arrivées. Une fois, on m'a donné un Excel qui représentait un modèle de données. C'est-à-dire, il y avait... alors, tu dois avoir une table commande, tu dois avoir une table produit, tu dois avoir Et on m'a dit, et j'ai dit, mais je ne comprends pas ce que je dois faire. Et on m'a dit, mais si t'inquiète, quand tu vas commencer, ça va Oh devenir putain. clair. Et je me rappelle Gaslight, présenter... gaslight. Ouais, ça gaslight. je me rappelle présenter le truc 3 semaines après à la même personne. Elle me fait, Waouh, t'as fait ça? Ah ouais, mais ils vont te défoncer là. Ils vont se moquer de toi si tu leur présentes ça. Euh, C'est vraiment les ravages de la base de données. À c'est- force de penser data first, les mecs se disent, tiens, voilà un schéma de base de données, c'est un domaine modèle et c'est une spécification. Mais là, le problème, il est même pas une question de data first, c'est une question de, ils te poussent dans les buissons et ils disent, vas-y, démerde. Et quand tu dis, bah, un peu chaud quand même, parce que moi, je lis pas ce langage, je suis pas capable de voir à travers l'âme des cartes, quoi. c'est Et ça. puis derrière, mais ouais, tu regardes tu regardes le truc et tu te dis, mais qu'est-ce que j'en fais? Bon, bah, on m'a demandé de faire ça. J'ai pas push back comme il fallait. Admettons, on a tous nos petites faiblesses à tout instant. Et puis à la fin, bah, j'ai quand même tenté de faire quelque chose, ce que je considérais moi être avenant, c'est-à-dire que j'ai joué pour l'équipe et pour moi-même au passage, et pour la personne qui me l'a demandé. Et quelques jours plus tard, on me dit, tu vas te faire défoncer. Mais moi, j'ai envie de les insulter, quoi. Ah, mais Ah complètement. C'est bah, J'ai comme failli si, le tu faire là, vois, là. c'est comme si tu étais un chauffeur de taxi, il y a un mec qui rentre dans ton taxi, il te montre une photo d'un endroit et dit, voilà, tu vois, démerde-toi, va non, là-bas, trouve le je moyen. suis un peu injuste. J'avais le droit de lui poser des questions. Mais Ouais. sauf que, il y a un moment, enfin, en fait, ce qui est fou, c'est que je me rappelle, on m'a quand même mis dans une réunion avec les gens de tous les services qui étaient concernés par l'application que je devais développer.
Et on me regarde, on me dit, ouais, on nous a dit qu'on l'aurait à la fin du mois. Je ne savais même pas de quoi on parlait. Et je voyais l'Excel, on m'expliquait, et, enfin, ça a été une réunion d'une heure, et après on m'a dit, allez, vas-y, démarre le projet, sachant que eux avaient déjà fait des groupes de travail sans moi. Donc c'est vraiment, je me suis retrouvé placé à un moment, et après j'avais le droit de discuter avec la personne qui était en charge au niveau technique de ça, mais c'était tout, quoi. Et le pire, c'est que ce projet est devenu l'un des projets les plus importants, est devenu le deuxième projet le plus important de la boîte. Et je pense qu'aujourd'hui, ils traînent le legacy de quelqu'un qui n'avait rien compris au problème de base. Alors, peut-être que ça se passe bien. J'ai une théorie sur le fait que j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, j'avais, je crois, 1 an d'expérience, donc je m'en veux pas forcément, ça sert à rien. Et j'en veux même pas à la personne qui m'a donné l'Excel et qui m'a dit démerde-toi, parce que je pense qu'elle pensait bien faire aussi, et c'est pas grave. J'allais dire, C'est intimidant. Je pense que quand tu es un jeune développeur, c'est intimidant parce qu'on vient, on te fournit, peu importe ce qu'on t'a fourni, ça peut être un vulgaire ticket, un post-it ou un document Excel, et tu vas te dire, bon, bah, si c'est ce qu'il m'a donné et que lui, il est dans le business depuis bien plus longtemps que moi, c'est que c'est suffisant, c'est que ça fait sens. C'est ça le risque aussi, c'est que t'as pas encore les cartes pour remettre en question le fait que c'est une situation complètement what the fuck. Je t'avoue, j'ai jamais Mhm. entendu parler de ça. C'est la première fois que j'entends parler de cette situation. Voilà, après, vraiment, c'est comment je l'interprète aujourd'hui. Peut-être que ça s'est pas passé comme ça Oui. exactement, mais c'est un truc qui date d'il y a un peu longtemps et dans lequel il y a de l'émotionnel qui a été mis en plus avec le temps, forcément. ce qui est sûr, c'est ce qu'il se raconte de l'autre côté du point de vue, c'est putain, on lui avait tout bien donné, on comprend pas pourquoi il s'est foiré à ce point. Tout était vraiment très très clair. Bon, en Bon, fait, après, il y a jamais de méchant. je me rassure, j'ai ma soutenance d'école d'ingé, où je cite ce problème en disant pourquoi le projet a eu des déconvenus. Donc, ça va. Ils en voient passer aussi. Hmm. Tu dis que tu n'as jamais vu ces situations-là, Anthony. Moi, j'en ai vu surtout. En fait, de temps en temps, le rasoir de Hanlon est vraiment difficile à concevoir. Le rasoir de Hanlon, il dit il faut jamais expliquer par la malice ce qui peut être expliqué par l'incompétence ou la bêtise. Et ici, en fait, putain, j'ai envie de faire des procès d'intention aux gens qui sont sur cette chaîne. J'ai même envie de dire, il y a une chose à faire quand tu es junior, mais quand tu es junior, c'est grave dur de faire ce truc-là. C'est littéralement, à chaque fois que tu as eu un point oral, une conversation, une réunion, t'enregistres tout et tu l'envoies par mail en disant voici ce qui s'est passé. Et dans cette réunion, j'ai dit que je ne comprenais pas ce qu'on me demandait. En fait, je ne verrais pas l'alternative sur comment essayer de s'en sortir dans une situation où, mais en plus, imagine quelqu'un qui te dit putain, tu vas te faire allumer là. Mais attends, mais comment ça, je vais me faire allumer? Je suis ingénieur, on me donne un truc pas clair. J'essaye de questionner, j'ai pas assez questionné certes, mais personne ne sait de quoi il s'agit. Et puis derrière, c'est moi qui vais me faire allumer. Je refuse, les gars. C'est pas moi qui vais me faire allumer. Et moi, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, moi, quand je me retrouve dans des situations où ce n'est pas moi le problème, je ne prends pas le blâme. Je prends des tonnes de blâme sur tout un tas de choses, y compris des blâmes de gens de mes équipes à qui j'ai donné des responsabilités ou qui ont pris des responsabilités, parce que c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de shielder le moment où des gens de mes équipes font des bêtises. Mais par contre, si le blâme n'est pas de mon côté, je ne le prends pas, hein. Ces gens-là, ils n'auront pas mon blâme. Ensuite, en effet, quand on est junior, on a du mal à gérer ce genre de situation. Ouais, puis en plus, quand moi je crois que j'avais 18, 19 ans à ce moment-là. Ah ouais, C'est compliqué quand tu as Bien quelqu'un sûr. qui a la trentaine de s'imposer. ouais, Et enfin, surtout que, comme tu l'as dit, vu que c'était l'une de mes premières expériences, t'es là, t'es bah ouais, bon, bah tout le monde doit travailler comme ça, quoi. ouais, C'est exactement. normal. Et puis, pendant longtemps, j'ai pensé que ouais, il avait raison de me dire que j'allais me faire défoncer. Avec du recul, il aurait peut-être dû dire, ouais, non, là, on va décaler la réunion parce que sinon, ça va pas être possible. Alors après, vu qu'il l'a pas décalé, loi de Parkinson, ah bah, j'ai jamais été aussi focus de ma vie. J'ai découvert un flow state que j'avais jamais tutoyé. Et tu vois, je pense que cette expérience, elle répond à la question. Plutôt que de dire est-ce qu'un bon développeur doit connaître le métier, le business de manière générale, demandons-nous que se passe-t-il lorsque Qu'ils le l'ont pas. développeur ne comprend pas le métier? Il se passe exactement ce que tu es en train de me raconter. Tu as une feature à développer, tu as passé un mois en silo et tu en es arrivé au stade où tu as réalisé que tu ne comprenais absolument rien à ce que tu faisais. Le besoin était très mal spécifié.
du temps a été perdu, de l'argent a été perdu, et au final, il y a un legacy qui traîne, qui a été légué à un pauvre développeur qui se demande ce qui a bien pu se passer dans cette boîte. Mais c'est pas grave, parce que je vais faire du mauvais esprit encore une fois. Parce que le développeur qui a mal fait, il se barre, les gens diront c'est de la faute du dev. Il faudra que quelqu'un reprenne. La personne qui doit reprendre elle-même, probablement côté produit, ne sait pas de quoi il s'agit parce que même côté produit, on est dans une feature factory. Du coup, elle-même va se barrer. Puis on va se retrouver avec un directeur qui sera tout seul en train de se dire ils m'ont tous laissé tomber plutôt que de se dire oh, j'aurais peut-être dû organiser les choses différemment. Pourquoi t'es payé, quoi? Pourquoi t'es payé, Dirlo, quoi? C'est ça. Après, c'est pas toujours évident, hein. Je pense que enfin, c'est super dur de s'en rendre compte quand tu es jeune développeur, de Bien tout sûr. ça, de comprendre et tu fais beaucoup d'erreurs, hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs à côté et c'est aussi ma responsabilité d'avoir été en silo à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une méthode qui ne fonctionne pas de travailler en silo. C'est très sympa, hein. Au moins on a la paix, etc. Mais Mais tu c'est- peux pas, parce que tu ne développes pas un logiciel pour toi. Tu développes un logiciel pour des gens, pour des utilisateurs, pour des stakeholders dont je parlais tout à l'heure. Et pour moi, je pense que c'est important à la fois pour les développeurs et pour les personnes qui sont amenées à travailler ou à gérer des développeurs, dans les deux cas, de faire en sorte que les développeurs comprennent le métier. Parce qu'en tant que développeur, tu ne feras jamais un aussi bon travail et tu ne seras jamais aussi heureux de faire ton travail que lorsque tu comprendras ce que tu fais, pourquoi tu le fais, que tu délivreras une vraie valeur à des vrais utilisateurs. c'est Et ça. du point de vue du business, tu ne seras jamais aussi satisfait du travail de des développeurs qu'en ayant la garantie qu'ils sont en train de comprendre régulièrement, de jour après jour, de créer une compréhension du problème qu'ils sont en train de résoudre. Parce que non seulement ils sont en train de résoudre le problème d'aujourd'hui, mais en plus, étant donné qu'ils comprennent la problématique, ils sont dans les enjeux business, ils sont en mesure de challenger et ils sont en mesure d'anticiper les problèmes de demain. Et ça, d'un point de vue de pure ingénierie, ça te fait gagner un temps de fou. Quand tu es capable de savoir ce qui arrive demain, tu es capable d'un point de vue architectural, de laisser l'espace pour ce futur d'arriver. C'est ça. Et aussi également de prendre les bons raccourcis techniques. En Oui. fait, parce que j'ai découvert récemment la notion de solution tree. On part généralement d'un problème, et en fait, à ce problème-là, on va avoir plusieurs solutions qui correspondent à un contexte donné. Et en fait, pour déjà savoir toutes les solutions qui sont possibles, il faut déjà bien comprendre le problème, donc être Ouais, au courant du métier, et pouvoir voir les différentes solutions possibles. Et pour cela, ouais, il faut également bien connaître le métier. oui. Et pour faire le bon choix, il faut avoir le contexte, donc faut bien comprendre le métier. Et en fait, ça permet vraiment de choisir la bonne solution à un instant T, tout en laissant la place pour une autre solution quand Ouais. le contexte sera plus adapté en fait à cette solution-là. C'est ça, ça te permet déjà de challenger la solution en te disant, regarde, il y a des alternatives. Mais ça te permet également potentiellement de dire à ton product, à ton client, à peu importe qui est ton interlocuteur, hé les gars, ce que vous voulez faire, on peut le faire beaucoup plus rapidement avec une feature qui représente 10% de ce que vous comptiez faire à la base. Et en plus, ça va nous permettre d'être certain qu'on a besoin de cette feature-là. Bah, Et ça je va te nous permettre donne. d'en apprendre beaucoup sur ce que veulent vraiment nos clients. Et si ça se trouve, en fait, les 90% qu'on a mis de côté, c'était complètement inutile. C'est ça, Et là, Vas-y, pardon, vas-y. Joey, tu veux y aller? Non, j'allais dire, et là, il y a un commercial qui te dit, bah non, on a déjà engagé ce qu'on devait fabriquer sur le contrat. Ça, Alors c'est là, toujours c'est le problème. tout le process. Là, c'est vraiment tout le process qu'il faut revoir. Ouais. Mais pour donner l'exemple, je discutais avec un client hier qui, dans son application, voulait une feature de messagerie. Il était là, il me dit, bah, je pense que ouais, c'est indispensable pour le MVP, il faut que les gens puissent échanger. Et je leur ai dit, mais ils vont échanger sur quoi? Ils vont dire, bah non, mais ils vont se donner leur WhatsApp. Et je lui ai dit, mais le problème que tu cherches à résoudre, c'est que les gens puissent communiquer entre eux. Est-ce que la solution, c'est pas plutôt qu'ils échangent leurs contacts? Et en fait, au lieu d'avoir une messagerie aujourd'hui, tu mets juste en place un moyen d'échanger leurs contacts. Et si tu vois que c'est vraiment fait régulièrement, là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'aller vers une messagerie. Mais là, on va juste perdre du temps à développer, ça se trouve, un truc qui ne sera jamais utilisé. Ou alors juste pour faire, c'est quoi ton Instagram, c'est quoi ton numéro? Et en fait, le client m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et c'est là où c'est important, en fait, de le faire, parce que sinon,
J'aurais développé une messagerie super et puis personne s'en serait servi. Et pendant 1, 2 ans, 3 ans, j'aurais dû maintenir cette Ouais, messagerie que personne n'utilise. que personne n'utiliserait en plus. C'est J'avais ça. deux anecdotes pour vous sur ce sujet, de mettre d'aller chercher les réponses en fait au métier pour trouver les meilleures choses. Il y a pas longtemps, moi je suis en train de fabriquer un module pour les gens qui font de l'accueil dans des bâtiments. Bref. Et à un moment, moi et mon founder, on se parle et lui, il a une expertise métier sur tout ça. Et on en parle, et à un moment, on a un doute sur un point en particulier, et on se dit, mais attends, je vous passe le doute sur quoi c'était, mais c'est un doute métier. Et lui, je commence à lui mettre le doute, mais il me dit qu'il est quand même persuadé que ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai de gros doutes, mais n'étant pas métier, mes doutes sont encore plus grands. Et on s'est dit, stop. En fait, on n'arrivera pas à répondre à la question. On est descendu en bas de notre tour et on est allé demander à l'accueil. Mm. Mais c'est ça en fait le Qu'est-ce plus que tu simple. veux de plus agile que ça? Bah, je peux même te donner un autre exemple. Je travaillais pour une entreprise où il y avait un logiciel de gestion des tâches pour remplir des bacs pour faire de la préparation de commandes. Et ça faisait plusieurs mois que les logisticiens se plaignaient qu'il y avait des tâches qui disparaissaient, qu'il y avait des tâches fantômes. Et quand tu demandais aux personnes qui étaient responsables des logisticiens ou alors à des référentes dans l'équipe technique, tout le monde te disait c'est un faux problème, ça n'existe pas, je n'ai jamais constaté ce problème. Et à un moment, bon, j'avais plus rien à faire et il y avait ce ticket qui traînait dans un coin. Je me suis dit non, c'est pas possible quoi. Et je l'ai pris, je suis allé en logistique, je discute avec le logisticien et juste devant moi, le problème arrive. Et en fait, si j'étais pas descendu, j'aurais jamais pu résoudre ce problème. Parce que Ouais, c'était impossible de ne pas le voir en condition de terrain. c'est dingue. La deuxième anecdote que j'avais, qui est plutôt en fait même une solution à comment étayer que les ingénieurs qui rentrent dans l'équipe ont bien la bonne connaissance fonctionnelle, métier. Quand j'étais à Hiro, j'avais mis en place un Antoine nous explique. Donc en fait, on embauche Antoine. Au début, on faisait ça 2 semaines après son arrivée. Après un certain temps, on avait beaucoup de connaissances métiers, donc on le faisait au bout d'un mois. Au bout d'un mois, Antoine nous explique. On met Antoine dans une pièce et puis on dit à Antoine, OK, explique-moi absolument tout du métier de Hiro. Et c'était de la finance pour le coup ici. Donc c'était costaud parfois. Et le but, c'était, la règle d'or, c'était, si tu crois quelque chose, tu le dis à haute voix. Et si tu ne sais pas quelque chose, tu supposes à haute voix. Parce que je veux essayer de soulever les fameuses 3 zones dont on parle souvent. Je sais que je sais, je sais que je sais pas, je sais pas que je sais pas. Je sais que je sais, je sais qu'un paiement en plusieurs fois, c'est tous les 30 jours. OK. C'est pas tous les mois, c'est tous les 30 jours. OK, cool. D'ailleurs, c'est pas vrai, mais c'est pour l'exemple. Euh, je sais que je sais pas, je sais que je ne sais pas ce qui se passe quand on tente un remboursement sur la deuxième échéance, mais pas la troisième échéance. OK. Et je sais pas que je sais pas, c'est pas toi tout seul qui peut déterminer ça. C'est les gens qui t'écoutent parler, qui se disent, bah, c'est marrant, il a pas parlé de tout ce qui se passait là-bas. Et ça, cumulé au fait de lorsque l'ingénieur, d'ailleurs, ces moments-là sont super drôles au passage, les gens passent un bon moment. C'est-à-dire que c'est pas genre comme une colle ou une interrogation. C'est un vrai bon moment où on dit des conneries. Je préfère que tu me dises que les frais sur les paiements sont de 1000% plutôt que tu ne me dises pas, en fait, et que je le découvre plus tard, trop tard. Cumulé avec le fait que quand un ingénieur, il arrive dans la boîte, à l'époque, premier jour, on parle et on regarde. Deuxième jour, tu pousses des trucs en prod. Donc en fait, on ne laisse pas couler, on enquille directement. On est sur du brutal. Parce que si tu fais pas ça direct, tu seras pas capable au bout de tes 2 semaines de pouvoir expliquer du métier, du machin, du truc. Le but, c'est d'aller récupérer un maximum de connaissances. Et ce aussi en allant parler à tous les gens autour. Les opérateurs, les fonctionnels, les sales, etc., etc. C'est ça, et Donc, en plus, la plupart du temps, les gens prennent plaisir à ça, comme tu l'as dit. ouais, tout à fait. Je sais plus, j'avais lu un exemple, je crois que c'était en Accelerate d'ailleurs, où ils disaient qu'ils avaient fait, leurs développeurs qui arrivaient suivaient la même formation que les traders pour lesquels ils développaient des logiciels, et que tous les mois, ils s'amusaient à s'affronter avec les traders pour voir qui performait le plus. Ça, Attends, c'est mais c'est génial. génial. C'est C'est une- génial comme ce que tu es en train de dire, ça porte un sous-discours. Tu es en train de dire les gens de notre monde qui sont le plus orientés faire de la thune, ils font en sorte que le développeur soit avec le métier. C'est-à-dire que ces gens-là, qui globalement, on en dit ce qu'on en veut, leur truc c'est juste faire de la thune et puis rien d'autre,
ils se sont dit le plus efficace, c'est que le tech soit avec le métier. Non, mais ça, Et c'est quand même derrière, il y a fou. des gens qui contredisent encore. Mm. Non, mais ils ont pas lu le livre, c'est pour ça. Ils ont pas lu les le livre. Le livre, ils ont pas lu la Bible énorme, quoi. Exactement. Mais après, je pense que Accelerate a fait beaucoup de bien à notre industrie parce que c'est une compilation sourcée et chiffrée de ce qui se passe vraiment chez les top performers. Et on ne peut plus maintenant dire, ouais, c'est spéculatif, ou on sait pas trop, ouais, on a des doutes. Parce que là, franchement, on parle pas des petites boîtes, on parle des grosses boîtes et des top performers parmi les grosses boîtes. Mais ouais, mais ce que tu appelles top performer, ces gens-là ne les appellent pas top performer parce qu'en fait, c'est eux qui ont la vérité. Ils détiennent la vérité. Et les gens qui détiennent la vérité seront, s'ils sont contre toi, c'est que c'est toi le con. En fait, là, on part dans du pur humain, encore une fois. La personne qui contredit le fait qu'un développeur doive être à côté du client, c'est une personne qui, au-delà de ne pas avoir vu les avantages que cela porte, c'est une personne qui est convaincue du contraire. Et parce que c'est une bonne personne et que les bonnes personnes pensent les bonnes choses, alors elles pensent la bonne chose. Et du coup, en fait, c'est terminé. Tu peux pas la convaincre, c'est terminé. Les gens sont pas vraiment aptes à changer d'opinion. Et d'ailleurs, je, je, je recommande de ne pas être prosélyte sur la question, quoi qu'il en soit, au passage, parce que si tu tentes de changer la vie de quelqu'un, ça va le renforcer dans ses croyances. Donc, c'est terminé. Bah, ça fait un peu le lien avec les deux sujets, hein. De toute façon, au final, tu Bien sûr. reviens toujours à l'humain. Donc, La boucle est bouclée. la boucle est bouclée exactement. Antoine, merci beaucoup pour avoir apporté ces deux sujets, hein. Pour le coup, ils sont en effet liés. Il y a tellement de sujets qui se lient en réalité. Il y a de fortes connivences sur plein de sujets dans le produit. Mm. C'était un plaisir de t'avoir. Comment t'as trouvé tout ça? C'était un bon exercice. Moi, quand tu m'as demandé d'expliquer en live comment convaincre, ça, j'avoue que je l'avais pas trop prévu. Bon, après, ça fait partie du jeu. Après, voilà, si je pourrais apporter une petite précision avant de terminer, j'ai beaucoup cité de cas qui sont arrivés, etc. J'en veux pas personnellement aux personnes. C'était des contextes différents, etc. Et que ça fait partie du jeu d'apprendre aussi bien de mon côté que du leur et que j'ai proposé aussi plein d'idées complètement connes et à côté de la plaque. Oui, c'est logique. Donc, C'est un bon point. C'est un bon point. C'est le point de l'humilité. C'est le point de, en fait, personne dans une boîte ne veut foutre la merde. Ou si on dira pas personne, on dira vraiment incroyablement peu de gens veulent foutre la merde dans leur boîte. mm, C'est le système qui fait que les choses sont pas terribles. exactement. En tout cas, c'était très cool. J'espère que j'ai su bien répondre au sujet et que les Où personnes est-ce qui que tu te vois dans 5 ans? écouteront. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Waouh! Sûrement avec l'avènement de l'IA dans un champ avec des chèvres et des vaches, j'imagine. J'aime Des beaucoup ce chèvres plan. IoT, IA driven. Exactement. Non, bah, je vous remercie en tout cas. Bah écoute, ça a été un plaisir pour nous aussi, Antoine. Je te souhaite bon courage et ben, ce serait un plaisir de te revoir sur BTBT à Bah, l'occasion. c'est quand vous voulez. Je sais pas si je pourrais apporter des sujets aussi intéressants, mais Ah, ça il sera y en a, avec plaisir. il y en a plein. Ah, les sujets, c'est pas ça qui manque. Je pense que tu vas en voir pas mal encore dans tes aventures entrepreneuriales et je pense qu'il y a pas mal de sujets qu'on pourra poser. Ah oui. Exactement. Eh bien, merci à tous et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.